Eh bien, je vous emmène à la rencontre d'une de nos espèces de la faune française. Filme, vite. Excellent, excellent, excellent. Salut à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien pour une nouvelle vidéo. Je vous ai ramené avec moi au bord d'un lac en Sud-Gironde. Et puis vous me voyez venir un petit peu là, vous connaissez ma passion pour les serpents semi-aquatiques. Et bien ça tombe bien, je vous emmène sans plus tarder découvrir une espèce complètement représentative du genre et de notre faune française, la couleuvre vipérine, Natrix mora. J'ai dit à Rui, tu poses plusieurs jours, on va faire un tournage de malade, on la présente en détail parce que j'y tiens, ça me fait plaisir. Sans plus tarder, du coup je vous emmène avec moi, à tout de suite. Notre couleuvre vipérine a pour nom latin Natrix mora. Eh bien oui, c'est l'une des 5 couleuvres qu'on peut retrouver en France qui fait partie de ce genre Natrix. Alors penchons-nous un petit peu sur ce nom. Pourquoi Natrix mora? Eh bien Natrix, ça vient du latin natator qui signifie nageur. Eh bien effectivement, d'accord, notre couleuvre vipérine, elle apprécie particulièrement les milieux aquatiques. Mora, ça fait référence à sa zone de répartition géographique et notamment à l'ancien royaume de Maurétanie situé en Afrique du Nord. Et oui, parce que notre couleuvre vipérine, on peut la retrouver notamment dans ces zones-là, par exemple du Maroc jusqu'à même la Libye. On va désormais évoquer bien leurs caractéristiques physiques à nos couleuvres vipérines. On va commencer par la taille, et là sachez que les mâles ne sont pas très gros. En fait, ce n'est pas un si gros serpent que ça, puisque les mâles vont faire environ 60-70 cm de long une fois adultes, et les femelles vont être un peu plus longues, on va dire entre 80 et 90 cm de longueur, et ce qui va surtout marquer en fait la différence entre les deux, ça va être le côté massif des femelles, qui le seront bien plus justement que leurs mâles. Concernant maintenant les aspects physiques purement et simplement, vous allez avoir tout d'abord cette fameuse pupille ronde, d'accord, dont on parle souvent pour les différencier des vipères. Elle est entourée d'un iris qui lui va être jaune-orangé, absolument magnifique, qui va faire ressortir d'accord cet œil et qui leur rend ce regard si caractéristique. Et enfin, le contour de cet iris, d'accord, va être cerclé de noir de façon assez irrégulière, comme un peu tracé au crayon, et ce qui va donner à chacune de nos couleuvres une apparence absolument unique. Pour ce qui est de leur couleur, là vous allez trouver une grande variété justement de coloris. Alors ça va pouvoir aller du gris foncé jusqu'au verdâtre. On va même trouver des spécimens un peu plus marron, d'autres qui vont tirer un peu vers le rouge, comme on a eu l'occasion d'en trouver ici. En fonction du lieu où elles vont vivre, elles vont plus ou moins adapter leur coloris pour mieux se confondre dans leur environnement. Ce qui marque évidemment notre couleuvre vipérine et ce qui fait aussi son nom, c'est bien sûr ces 2 rangées de taches qui se superposent sur son dos et qui forment une sorte de zigzag qui rappelle bien sûr celui de nos vipères. Ce zigzag là, tout du moins, il va aussi comporter une différence. C'est certains petits points blancs que vous allez pouvoir retrouver de part et d'autre de ce zigzag. Pour ce qui est aussi de la différenciation, certaines vont arborer, la plupart même vont arborer ce qu'on appelle des ocelles sur leurs flancs. Les ocelles, c'est quoi? Ce sont des taches qui sont rondes, ovales, et dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver des coloris tels que le jaune et le orange. Enfin, dernier détail, mais qui n'en est pas un, la couleuvre vipérine, elle arbore sur la tête ce qu'on appelle un chevron. C'est une sorte de forme un peu en V, qu'elle va donc posséder sur le dessus et à l'arrière de la tête, et qui lui sont donc caractéristiques.
Ici, c'est idéal pour la couleuvre vipérine. Les berges sont en pente douce et très végétalisées. On retrouve un mélange d'arbustes, de joncs, de roseaux et d'iris qui vont lui offrir un tas de cachettes pour se sentir en sécurité, mais également thermorégulé. Mais c'est pas tout. Le sol est composé de pierres et de rochers qui vont lui permettre de prendre appui, de se cacher et même de thermoréguler dessus quand c'est exposé au soleil. C'est une couleuvre qu'on trouve pratiquement toujours près de l'eau, que ce soit près des mares, près des étangs, près des lacs, des rivières ou des canaux. Mais toujours dans des zones où il n'y a pas trop de courant, même si c'est une bonne nageuse. En fin de compte, on la retrouve partout où ses proies sont disponibles. Sa répartition en France se trouve au sud d'une ligne imaginaire qui partirait de Saint-Nazaire à l'ouest jusqu'à Besançon à l'est, avec comme frontière naturelle la Loire bien sûr. Mais globalement, on la retrouve en forte densité, plutôt dans le sud et le sud-ouest du pays. Au nord de cette ligne, on notera deux endroits très localisés où elle a été introduite, notamment en Bretagne et dans le sud de la région parisienne. Et on peut la trouver aussi jusqu'à 1700 mètres d'altitude dans les Pyrénées françaises. C'est une couleuvre qui sort le jour, elle est donc diurne comme beaucoup de nos serpents français, mais parfois on peut l'apercevoir au crépuscule ou pendant les nuits les plus chaudes où elle va se déplacer ou chasser parce que la nuit les proies sont plus statiques, c'est plus simple pour elle. Et on l'a dit, elle est semi-aquatique mais elle est bien plus à l'aise dans l'eau que la couleuvre à collier dont on vous a déjà parlé. Il n'est pas rare quand on patiente un peu près de ses étendues d'eau de la voir en train de nager ou de plonger, toujours sans aucun bruit. Et elle va réapparaître en périscope pour prendre l'information, pour savoir si le danger s'est écarté. On a chronométré ses apnées de 20 jusqu'à même 30 minutes, ce qui prouve bien là que c'est un serpent qui est adapté au milieu aquatique et à la chasse sous l'eau. Ici avec Clément, on a constaté qu'elle ne s'éloignait jamais très loin des berges quand elle fuit. Tout simplement parce que au large et dans les profondeurs du lac, il y a des grands poissons carnassiers qui pourraient n'en faire qu'une bouchée. Donc les berges sont très importantes pour elle, il faut absolument les protéger et les conserver dans l'état pour qu'elles puissent toujours y trouver refuge. Les amis, eh bien, on ne pouvait pas évidemment évoquer nos vipérines sans vous parler un petit peu de leur alimentation. Et ces couleuvres, forcément, moi, elles m'attirent en tant que serpent semi-aquatique et aux mœurs, pour le coup, vraiment assez piscivores puisque les poissons vont être une grande partie justement de cette alimentation. Alors,
On va rentrer un petit peu sur tout d'abord les sens qu'elles vont mettre en œuvre pour justement aller attraper leur proie. Ces sens-là, elles vont surtout en mobiliser en fait 3, qui sont la vue, d'accord. Elles vont repérer et notamment être très attirées par le mouvement de leur proie. Le deuxième, ce sera l'odorat. Bon là, je ne vous surprends pas, d'accord, c'est comme tous les serpents. Et enfin, le dernier, c'est plus particulier, c'est le toucher. Et oui, parce que nos couleuvres, elles vont adorer notamment aller se frayer un chemin entre les cailloux, dans les rivières, pour pourquoi pas espérer déloger des poissons ou même des alevins, d'accord, dont elles vont pouvoir se régaler. Quand on parle d'alimentation, il faut aussi mentionner bien sûr 2 critères d'importance. D'abord, c'est leur lieu de vie. Bah oui, parce que les vipérines, on vous a dit qu'elles étaient capables d'avoir une multitude d'habitats. Et bien forcément, en fonction de ces habitats, leur bol alimentaire va être modifié, tout simplement parce qu'elles vont trouver des proies différentes. Encore un autre aspect à prendre en considération, l'âge des individus. C'est toujours le cas avec les serpents, ok? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que plus nos couleuvres vont vieillir, plus elles vont gagner en âge, plus elles vont gagner en taille, et donc par conséquent être capables d'ingérer des proies de plus en plus importantes. Alors on parle de proies, on va vous faire une petite liste, figurez-vous, qui est loin d'être exhaustive, parce que la principale caractéristique aussi de l'alimentation de nos vipérines, c'est qu'elles sont ultra opportunistes. Comprenez-moi bien. Tout ce qui va plus ou moins se frayer un chemin à leur portée et qui sera consommable, vous devinez quoi, elles vont consommer. Alors commençons néanmoins par les proies favorites des juvéniles. Alors à chaque fois qu'on parle de vipérines, on commence par les poissons, ok? Elles vont prédater énormément de poissons de petite taille évidemment, des alevins, mais également des amphibiens de petite taille et leurs têtards, et aussi des proies type les vers de terre, d'accord, des limaces ou encore même des sangsues. Et puis elles vont grandir en taille, comme je vous ai dit. Et à ce moment-là, leur bol alimentaire, encore une fois, va évoluer. Donc des poissons de plus en plus grosse taille, dont certains qu'on a vus là notamment en image, qu'on va pouvoir vous montrer en même temps, mais également, pourquoi pas, des amphibiens adultes cette fois-ci, et puis des petits rongeurs, des oiseaux, bref, encore une fois, ce qui va passer à leur portée. Enfin les amis, on va parler un peu de technique aussi. Et bien oui, technique pour s'alimenter, d'accord. Comment est-ce qu'elles font? Et bien là, ça va encore une fois un peu dépendre des proies. Souvent, du coup, vous l'aurez compris, elles vont aller chasser des proies aquatiques. Ce sont, encore une fois, nos couleuvres les plus aquatiques en France. Donc elles vont aller chercher les proies dans l'eau, mais elles ne vont pas toutes les consommer dans l'eau. Ça va encore une fois dépendre de leur taille. Si jamais une grosse couleuvre trouve un tétard, d'accord, ou un poisson de petite taille, elle va souvent le consommer assez directement. Par contre, lorsque les proies sont plus grosses, imaginons d'accord qu'elle attrape un gros poisson par exemple, eh bien elle va avoir tendance systématiquement à le ramener sur la berge. Pourquoi ça? Eh bien parce que déjà pour elle, d'accord, c'est un milieu dans lequel elle va être plus à l'aise, et bien plus surtout que sa proie, qui évidemment hors de l'eau va avoir tendance à s'asphyxier et en mourant en fait va lui faciliter la tâche de l'ingérer. Il faut que je vous parle cette fois-ci pour conclure sur l'alimentation, c'est promis, d'un cas un peu particulier, celle des prédateurs qui vont au fur et à mesure du temps devenir certaines de ses proies. Je vous prends un exemple en particulier, mais c'est pas le seul, hein. La grenouille rieuse. La grenouille rieuse, lorsqu'elle est adulte et qu'elle croise une petite vipérine, eh bien elle va ni plus ni moins que la considérer comme un vulgaire ver de terre et elle va pouvoir l'ingérer sans aucun souci. Simplement, si jamais notre vipérine évite ce piège étant petite, plus elle va grandir et va grossir, plus elle va se retrouver en capacité elle-même d'ingérer notre grenouille rieuse adulte. Et cette fois-ci, vous l'aurez bien compris, le mangeur devient mangé, le prédateur devient prédaté. Là c'est parfait parce qu'on a une grosse femelle qui essaye de traverser la digue, qui est complètement à découvert. Je pense qu'elle cherche un site de ponte puisqu'elle est clairement pleine. Donc ça va me permettre de vous parler du comportement de défense. Parce qu'évidemment cette couleuvre est totalement inoffensive. Toute sa stratégie de défense repose sur l'intimidation et la dissuasion. En gros, elle va vous faire croire qu'elle est dangereuse. Donc elle va se gonfler, elle va essayer de paraître imposante, elle va souffler très fort. Elle va aplatir son corps en écartant les côtes pour paraître encore plus grosse et aplatir sa tête au sol pour faire ressortir les os du crâne triangulaire. C'est un serpent qui est totalement dépourvu de venin. Elle ne cherchera pas à mordre et dans de rares cas, il arrive qu'elle balance sa tête en avant
pour maintenir à distance l'agresseur, mais toujours gueule fermée sans jamais mordre. Et là vous le voyez bien, elle a carrément détourné son chemin. Elle cherche à aller à l'inverse de moi. Elle cherche jamais la confrontation. Comme tous les serpents, elle va d'abord chercher à fuir. Je peux poser mes mains de tous les côtés, je peux même la toucher. Elle ne mordra jamais, jamais. C'est un serpent totalement inoffensif, on le répète encore et encore. Et si jamais vous la saisissez, elle va relâcher une grosse quantité de liquide cloacal, un mélange de matière fécale et de glandes cloacales. C'est très odorant et ça donne vraiment pas envie de les manger. Et comme on peut le voir sur les images, elle a la queue clairement amputée jusqu'au cloaque et pourtant, elle n'est pas rancunière. Et là, je vais essayer de capter le son qu'elle fait quand elle souffle pour vous montrer à quel point c'est impressionnant et que ça dissuade. On va arrêter de l'embêter, on va la laisser continuer son chemin tranquillement. Les amis, on vient de tomber sur le cadavre d'une femelle vipérine adulte qui a été prédatée. Sa tête a été décapitée et elle a 2 impacts sur le corps. C'est l'occasion pour moi de vous parler des prédateurs dont souffrent ces animaux. On va avoir d'abord les oiseaux, qui je pense sont responsables de cette mort-là. Dans les oiseaux, on va avoir les échassiers, les hérons et les aigrettes, qui vivent un peu dans le même milieu et qu'on a constaté. Il y a également les corneilles et les rapaces. Dans l'eau aussi, elle a des prédateurs, les gros poissons carnassiers la consomment. Il y a également les petits mammifères, les renards, les hérissons et les mustélidés. Et enfin, malheureusement comme toujours, le chat domestique qui fait des ravages dans les populations de couleuvres vipérines. Si vous trouvez un cadavre de serpent, n'y touchez pas, ce sont des indices de présence très importants pour les naturalistes pour permettre de savoir qu'une espèce est présente, tout comme les mues ou les excréments. Donc là, on va la laisser et on va en chercher d'autres bien vivantes cette fois-ci. Et il y a un point important qu'on n'a pas encore évoqué dans la vidéo, celui de la reproduction. Bon, malheureusement, on arrive un peu tard pour les accouplements puisqu'ils ont lieu en mars, juste après la sortie d'hibernation. Mais ce qu'on a pu constater ici, c'est des femelles souvent pleines qui avaient beaucoup besoin de s'insoler et de manger pour compenser les pertes d'énergie dues à la gestation tout simplement. La couleuvre vipérine est ovipare, elle pond des œufs, contrairement à la vipère à qui elle ressemble, qui elle donne naissance à des petits déjà formés. La ponte a lieu de juin à juillet. Les femelles vont alors se mettre en quête d'un site idéal pour pondre leurs œufs, que ce soit
sous la berge, dans des anciens terriers de rongeurs, sous des racines, sous des pierres ou même dans la végétation en décomposition. Les petits naîtront enfin 6 semaines plus tard, complètement aptes à commencer leur vie. Les amis, il faut aussi qu'on aborde un point, c'est celui de la préservation. Vous commencez à me connaître, dès qu'on fait des vidéos herpéto, c'est un truc dont je vous parle. Et là aujourd'hui, j'aimerais l'aborder sous un angle un petit peu différent d'habitude, sur un des autres impacts que l'homme peut avoir sur la nature. Ici, vous voyez, on vous a montré des belles images avec des couleuvres absolument extraordinaires. Et pourtant, ces couleuvres-là, elles sont mises en danger par des fois d'autres animaux. En fait, c'est les animaux qui sont dits souvent comme étant nuisibles. Les animaux, à savoir, qui ne font pas partie de notre faune autochtone française et qui pourtant, ici, pullulent. Et je vais vous en citer 3 qui sont présents ici, mais attention, ce n'est pas les seuls, et qui font des ravages différents chacun, mais qui nuisent à notre couleuvre vipérine. Le premier d'entre eux, il est responsable du panneau qui se trouve derrière moi, qui indique que les berges ici sont très instables. Vous l'aurez compris, j'imagine, je veux parler évidemment du ragondin, le myocastor, qui est cette espèce de gros rongeur qui détruit les berges en creusant notamment à l'intérieur. Et bien sûr, vous avez compris à nous écouter que les berges, elles sont capitales pour nos couleuvres vipérines. Le deuxième, c'est l'écrevisse de Louisiane, aussi appelée écrevisse américaine parfois, qui est extrêmement résistante, qui pullule dans ce genre d'endroit, qui se reproduit à une vitesse absolument considérable et qui va prédater sans aucun souci nos jeunes couleuvres vipérines et faire des ravages justement auprès de ces juvéniles. Et le troisième nuisible qui va fortement impacter nos populations de couleuvres vipérines ici, c'est la perche soleil. Cette perche-là, en fait, elle va les impacter d'une façon encore différente. Elle ne va pas les prédater, elle ne va pas détruire leur habitat. Non, en fait, elle va remplacer certains poissons que l'on pourrait trouver ici de façon normale dans notre faune et qui font partie de l'alimentation de notre couleuvre vipérine, sauf qu'elle a une particularité, c'est que quand on l'ingère, notamment dans le mauvais sens, ou peut-être aussi d'ailleurs quand on la régurgite, elle a son arête dorsale qui se dresse avec des rangées de piquants qui vont faire comme des poignards et tuer en fait nos couleuvres qui auraient le malheur de l'ingérer dans le mauvais sens ou alors, comme je vous l'ai dit, de la régurgiter. Voilà 3 exemples qui prouvent l'impact absolument nocif que peuvent avoir des animaux qui normalement n'ont rien à faire dans des endroits comme ici. Si jamais aujourd'hui on voulait insister sur un point, c'est justement de faire très attention, parce que vous voyez que au fur et à mesure des générations, en fait, ces animaux-là se sont développés sur ce genre de territoire et mettent potentiellement à terme en danger nos espèces autochtones, nos espèces françaises. C'était vraiment un message qu'on voulait vous faire passer qui était super important pour nous. J'espère que pour certains qui découvraient un petit peu ça, vous aurez pu le comprendre, parce que croyez-moi que les enjeux sont vraiment capitaux pour les générations à venir, pour qu'elles puissent, comme nous, continuer à venir admirer un petit peu ces endroits, et peut-être comme vous d'ailleurs aussi. Et puis sur ce, moi j'ai passé un excellent tournage ici, à observer des animaux absolument formidables. On aura eu l'occasion de vous tourner, je pense, des images riches et qui, à mon avis, vous auront plu. Je vous remercie de votre fidélité avec Rui, et on vous dit tout simplement à la prochaine. Je ne sais pas encore ce qu'on va filmer, on verra bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on espère que ce sera cool. Allez, ciao à tous, bye bye.